C'est un commerce de détail avec un équilibre financier qui est fragile. Au mois de décembre, il y a des journées où on vend 1000 livres dans la journée. Globalement, on fait un tiers de marge commerciale. C'est assez compliqué d'aller tirer sur cette marge étant donné que tu as cette loi Lang qui garantit le même prix de vente à 5% près pour tout le monde. Il y a beaucoup de librairies qui sont un peu dans un état financier limite. Moi, comme mes associés, on fait ça parce que... Par passion. Par passion. On a fait venir tous les grands auteurs depuis 3 ans. Et l'année dernière, on avait fait exceptionnel parce qu'on a eu, à 3 semaines d'écart, on a eu les 2 auteurs qui ont le plus vendu, je crois, lors de cette rentrée littéraire de 2024. Kamel Daoud, qui a le prix Goncourt, Oui. et Gaël Faye, qui a le prix Renaudot. Quand vous vendez un livre 100 €, déjà, il y a 5 € qui partent, c'est la TVA. En moyenne, c'est 10-12% pour les auteurs. Je dois arriver à peu près à 39% en moyenne de taux de remise. Bon, combien ça gagne un libraire? Juste après, je vais interviewer Vincent, qui a la librairie de la Place aux Herbes, qui est la seule et unique librairie de la ville d'Uzès, dans le sud de la France. Comme d'habitude, on va faire notre petite estimation. On a estimé que le panier moyen était de 50 € et qu'il y avait à peu près 40 clients par jour. Ça nous fait un total de 2000 € par jour. Si on considère que la librairie est ouverte à peu près 5 jours par semaine, ça nous fait un chiffre d'affaires mensuel de 40 000 €. On considère que environ 3 mois dans l'année, on peut les compter double, décembre et puis l'été, et du coup ça ferait un total de 600 000 € de chiffre d'affaires annuel. C'est super ce chiffre, mais combien ça coûte de faire tourner une librairie et combien ça coûte surtout d'acheter tous ces livres? On parle de marge commerciale, c'est la marge brute. On a estimé qu'elle était à 50%. Ça veut dire que la marge brute de ce libraire serait de 300 000 € sur nos 600 estimés de chiffre d'affaires. Ensuite, il faut payer les salaires, le loyer, tous les frais de fonctionnement. On a estimé que tout ça, c'était à peu près 250 000 € pour 4 personnes qui travaillent dans la librairie et à peu près 3 000 € de loyer par mois. Ça nous fait un total de charges de 550 000 € et donc un résultat net potentiel de 50 000 € par an. C'est pas mal, c'est peut-être un peu ambitieux. On va voir tout de suite avec Vincent si on était dans le vrai ou pas. Vincent, bienvenue dans Bonjour, Combien ça bonjour gagne. Clémence. Je suis très contente de faire cet épisode avec toi. Ben, ça tombe bien, moi aussi. Peut-être je te laisse un tout petit peu te présenter. Donc je suis Vincent Barba. Moi j'ai passé toute ma vie professionnelle autour du livre. Une fois que j'ai été diplômé de Sciences Po à Paris, j'ai commencé une très courte carrière dans la finance car j'ai très vite compris que je ne serais pas heureux dans ce milieu-là. Et donc j'avais 26 ans et j'ai traversé le désert pour arriver en Côte d'Ivoire où j'ai repris ma première maison d'édition qui était une maison qui importait des beaux livres, des encyclopédies, des lithographies. J'avais 26 ans, au bout de 3 ans, je me suis dit, bon, peut-être que je vais rentrer en France parce que j'avais un peu peur de me déconnecter de Paris et du milieu de l'édition. Et donc, je suis rentré en France et j'ai été embauché par le groupe Hachette, la direction internationale. 3 ou 4 ans plus tard, j'ai quitté le groupe Hachette pour rejoindre une petite maison d'édition indépendante qui s'appelait les Éditions First et qui sont devenues assez rapidement célèbres, en tout cas une maison à succès parce qu'on a lancé la collection Pour les Nuls, qui est devenue une collection avec un immense succès. Et donc, je suis devenu président de cette maison d'édition. Et en 2005, on a vendu la maison d'édition. On a vendu, les actionnaires ont vendu la maison d'édition au groupe Editis. Et donc, je suis revenu dans un grand groupe d'édition. J'ai constitué au sein du groupe Editis un autre groupe qui s'appelle Edi8. Et donc, autour des éditions First, bien sûr, mais également autour de Grune, qui est un acteur important, notamment dans la jeunesse. Et puis, je faisais partie du comité de direction du groupe Editis. Je suis resté presque une vingtaine d'années en groupe Editis, en dépit de nombreux changements d'actionnaires. Et puis, en 2024, donc l'année dernière, j'ai quitté le groupe Editis à 63 ans. Je pensais qu'il était temps de laisser la place aux jeunes, comme on dit. En 2018, donc j'étais toujours cadre dirigeant chez Editis, mais j'avais acheté une résidence secondaire, on va dire, près d'Uzès. À Uzès, qui est une très belle ville, il y a une place, la place historique d'Uzès, qui s'appelle la Place aux Herbes. Et sur cette Place aux Herbes, il y a toujours une librairie qui s'appelait à l'époque Le Parfeuille. Et j'avais eu des rumeurs comme quoi cette librairie était éventuellement à vendre, que les propriétaires souhaitaient vendre la librairie pour passer à autre chose. Et puis après le premier confinement, donc on est au printemps 2020, voilà, je vais les voir pour leur dire bon, ça n'a pas été trop dur. Et là ils me disent ah si c'est la goutte d'eau, on vend. Et si c'est une librairie tant mieux, si c'est autre chose, tant pis. Et donc donc au printemps 2020, je leur dis non mais ça va rester une librairie et je vais vous racheter. Bon, une fois que j'ai dit ça, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, sachant qu'encore une fois, je faisais ça le soir à partir de 20h parce qu'avant, je travaillais pour mes différentes maisons d'édition. Donc
Donc d'abord, j'ai commencé à en parler à des amis du monde de la culture qui souhaitaient eux aussi investir dans une librairie, parce que c'est quand même sympa d'investir dans une librairie. Donc j'ai racheté la librairie en fin 2020. On a fait les travaux et on a rouvert en mars 2021. Donc ça a fait 4 ans que la librairie existe avec un nouveau nom. Elle s'appelle maintenant la librairie de la Place aux Herbes. Et puis également, un des faits importants, c'est qu'une fois que j'avais racheté la librairie, une fois que j'avais trouvé des associés, il fallait que je trouve une équipe pour s'en occuper, que moi, je n'avais pas pour vocation ni le temps, ni la disponibilité, et pas pour vocation d'être aux manettes au quotidien. Parce que chef de cette entreprise-là, quoi. Voilà, donc chacun son métier. Et donc là, j'ai fait une rencontre qui a été déterminante pour la suite de cette aventure. J'ai rencontré Caroline Pérez. Caroline Pérez était une jeune libraire indépendante qui avait créé une deuxième librairie à Uzès et qui me voyait arriver avec un peu je dirais, d'inquiétude, etc. Et puis, on a appris à se connaître. Et au bout d'un moment, on a dit, bon, très bien, on peut se faire concurrence, mais peut-être que l'union fait la force. Et donc, Caroline a accepté de devenir directrice générale de ma librairie, la librairie de la Place aux Herbes. Et donc, elle a quitté sa librairie à elle. On a fermé la librairie qu'elle avait ouverte sur la rocade d'Uzès. Wow. Et elle est devenue directrice générale, actionnaire de la librairie de la Place aux Herbes. Ton aventure entrepreneuriale commence déjà assez tardivement, finalement. C'est-à-dire que oui, tu étais éditeur, tu étais directeur, mais là, tu as vraiment sorti de terre ce projet, si je puis dire. Et directement, tu as su... j'ai l'impression que tu as su assez vite où est-ce que tu n'aurais pas de temps à dédier, où est-ce que ce serait possible. Exactement. Tu t'es jamais dit, je vais le diriger moi. Quand elle rouvre en 2021, moi, à ce moment-là, je suis... à la tête d'une entité très importante chez Editis. J'ai plus 150-200 salariés. Je viens d'ouvrir des filiales à l'étranger. Donc, je suis quand même beaucoup dans les avions. Donc, voilà, de toute façon, je n'ai absolument pas la disponibilité. Et puis, c'est un métier. On va en parler. Le métier de libraire est un métier. Donc, moi, je peux connaître l'édition, je peux connaître les auteurs, être entrepreneur et avoir une vision sur nos développements à venir. Mais le quotidien, il faut des gens qui soient des professionnels de ce métier. Toi, ça te faisait pas peur? C'est-à-dire que ça te faisait pas peur, en même temps, c'était ton métier, les livres. Tu connaissais quand même un petit peu les chiffres de ce marché pour te dire, je vais en racheter une, ou tu t'es dit, je prends ce risque, on verra, il n'y a pas un vrai objectif d'aller dépoussiérer cette librairie et de trouver la rentabilité? Alors, si vous voulez investir pour gagner beaucoup d'argent, je vous déconseille d'investir dans une librairie. Il faut mieux ouvrir un magasin de prothèses auditives, de lunettes ou un pressing. Mais en tout cas, c'est pas dans l'édition où on a une très forte marge. Par contre, on a une forte marge affective et intellectuelle. Et donc, j'avais le privilège, moi et mes associés, effectivement, de vouloir investir dans une librairie sans avoir une contrainte de rentabilité de l'investissement. Donc, c'est pour ça que mon expérience est un peu atypique. Et pour revenir sur l'image qu'on a, ah oui, l'édition, c'est un business un peu vieillissant, etc. Moi, je constate qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires de l'édition en France est supérieur en 2024-2025 que ce qu'il était en 2019. Je dirais, s'il y a un secteur qui a bénéficié du Covid, c'est un peu dur à dire parce que c'était un drame, mais c'est l'édition. Globalement, l'édition en France faisait environ 3,4 milliards de chiffre d'affaires avant le Covid. Après le Covid, donc en 2021-2022, le chiffre d'affaires est passé à 4 milliards. Okay, wow. Depuis, ça régresse légèrement, mais on reste sur 3,9 milliards environ. Donc, on reste supérieur à ce qu'était le marché avant le Covid. Parce que, d'abord, pendant une période, on n'avait comme loisir pas grand-chose. Il n'y avait plus de cinéma, plus de théâtre, il n'y avait plus de concert de rock, il n'y avait plus de match de foot, les restaurants étaient fermés, etc. Et il ne faut pas oublier qu'au deuxième confinement, la librairie a été considérée comme commerce essentiel. Donc, ça n'a pas fermé. Et donc, pour les gens qui passaient beaucoup... les gens allaient s'encanailler à la librairie parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Et puis, ils allaient aussi acheter des bouquins parce qu'ils passaient, tous ceux qui étaient en télétravail, y compris les étudiants, les enfants à l'école, etc., passer des journées entières devant les écrans. Donc le soir, avoir comme divertissement de se reprendre l'écran pour regarder une série, un film, etc. Bien sûr que ça existait. Donc la librairie a bénéficié de ça. L'édition et la librairie, du coup, le marché de la librairie, c'est la même chose. Exactement. Qu'ils ont, est-ce que c'est aussi pour ça? Parce que ce que je me suis dit quand tu as dit on a ouvert en mars 2021 et tout, je me suis dit pire moment pour ouvrir un business dans l'absolu, mais peut-être la librairie, c'est un des seuls contre-exemples, ou au contraire, c'est un bon moment pour ouvrir un business. Ouais, alors on a eu de la chance parce qu'il y avait le premier confinement, le deuxième confinement, c'est en novembre, et puis après, en mars, on est dans des trucs de couvre-feu où les restaurants sont fermés, les boutiques sont fermées. Alors, c'est pas tout à fait le confinement, mais enfin, on est quand même dans une situation tendue. Mais entre-temps, donc, la librairie est passée en commerce essentiel, confirmé par le Conseil d'État. Et donc, moi, j'ouvre la librairie fin mars 2021. Un an plus tard, ouais. Et à ce moment-là, à nouveau, les commerces sont fermés. Mais entre-temps, la librairie est devenue commerce essentiel. Et donc, je peux ouvrir la librairie. Sinon, j'étais un peu mal. Oui, j'avais fait des travaux, j'avais commandé le stock, etc. Et donc, j'aurais été embêté de ne pas ouvrir. Avant
avant qu'on parle des chiffres de donc, la librairie de la Place aux Herbes, qui est la tienne, j'aimerais juste comprendre le modèle économique d'un livre. C'est-à-dire que tu as ce qu'on appelle, alors je sais pas si ça s'appelle comme ça encore, mais le prix de vente public, qui est fixé par l'éditeur. On va parler de la loi Langue tout à l'heure, mais effectivement, c'est quoi la répartition de la valeur, comme on dit, sur un livre? Et c'est bien d'en parler parce qu'il y a souvent ce qui est normal, les gens qui sont pas dans ce business-là n'ont pas une conscience de tous les intermédiaires. Et souvent, par exemple, les auteurs disent, mais comment ça se fait qu'un livre qui est vendu 20 €, moi je touche que 2 €, 10%, par exemple. Ils disent, ça, c'est gros scandale chez les, scandale chez les auteurs. En effet. Prenons une base 100, parce que c'est plus simple. Imaginons un livre qui est vendu 100 €. Heureusement, il y en a très très peu. Prenons une base 100, c'est plus simple. Quand vous vendez un livre 100 €, déjà, il y a 5 € qui partent, c'est la TVA. 5,5. Le livre bénéficie d'une TVA réduite. À taux réduit. Et le livre, en France, il est soutenu par le pouvoir public, par le ministère de la Culture, etc. Ça, c'est très important de le savoir. Après, il y a environ en moyenne 40% de remise qui est accordée par l'éditeur aux revendeurs. Les revendeurs, c'est la Fnac, Amazon, le libraire, etc. Alors, selon j'avais 55% en tête. Alors, je comprends votre 55%, mais en fait, c'est 40%, c'est la remise. Ça varie en fonction de la taille des revendeurs. Une petite librairie va pas avoir 40% de remise. Un gros revendeur comme la Fnac va avoir c'est 40. La même chose que l'achat matière. Plus tu commandes des grosses quantités, plus tu as des meilleurs. Les meilleurs sont les prix qu'on te fait, évidemment. Et après, il y a environ 4-5% qui est consacré à la diffusion. Environ 7-8%, ce qu'on appelle les coûts de distribution. Ça consiste simplement à recevoir toutes les commandes des libraires et à envoyer les livres, les mettre dans les cartons, faire les bonnes livraisons à la bonne date, etc. Beaucoup de références, beaucoup de points de vente et beaucoup de commandes à l'unité ou à 2 exemplaires. C'est assez complexe. Donc c'est pour ça que la distribution a un coût. Ça coûte environ 8-9 points. Alors après, qu'est-ce qui reste à payer? Donc là déjà, il nous reste plus que 40% de marge. Non, on va dire 43% de marge. Sur les 100, si on retire les 5% de TVA, les 40% de remise vendeur, 52, oui, il reste à peu près 40 et quelques. L'éditeur doit payer la fabrication du livre. Je dis 15. 15, c'est une moyenne. Entre le très beau livre illustré et le roman en noir et blanc, en plus à succès que vous tirez des grandes quantités, le ratio peut varier. Mais 15, c'est une moyenne. Les auteurs, alors là aussi, ça dépend des auteurs. Un auteur très très connu, à succès, il va plutôt avoir des droits d'auteur, des fois de 15%. Mais en moyenne, c'est 10-12% pour les auteurs. Il faut également consacrer un budget à tout ce qui est la promotion, les services de presse, la participation des auteurs dans les salons, dans les rencontres en librairie, on va en reparler. Donc globalement, quand tout se passe bien, il reste 10-12% pour les maisons d'édition, sachant que ça, c'est la marge commerciale et qu'avec ces 10-12%, les maisons d'édition doivent payer leur loyer, les salaires des gens qui travaillent chez eux, etc. Il reste 10-12 si tout se passe bien, c'est-à-dire si on a le tirage des livres est à peu près conforme à ce qu'on va vendre, parce que vous savez que dans l'édition, on a ce qu'on appelle un droit de retour. Un droit de retour, c'est-à-dire moi, en tant que libraire, je commande le nouveau livre de Clémence Lepic, on m'annonce que c'est un grand succès, j'y crois, j'en commande 20, et pas de chance, Clémence Lepic, elle se vote à Europe 1. Impossible. Et donc sur les 20, 3 mois plus tard, il m'en reste 18. J'en ai vendu 2. J'ai un droit de retour. Je retourne à la maison d'édition de Clémence Lepic, 18 exemplaires que j'ai sur les bras. Comment est fixée la règle? C'est un temps imparti? Alors, logiquement, la règle, c'est que je pense qu'on a c'est pas que je pense, je sais, on n'a pas le droit de retourner les livres dans les 4 mois qui suivent la sortie de l'ouvrage, pour lui laisser le temps d'exister, et on n'a pas le droit de les retourner au-delà de 2 ans. Ça veut dire que tu as un vrai sujet de stock, quand même. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que même si on a un droit de retour, on doit être très attentif aux commandes, parce qu'effectivement, quand on a des ouvrages qu'on a commandés et qui ne se vendent pas, c'est de l'argent immobilisé, c'est de la place prise en librairie, etc. Mais enfin bon, il y a quand même un droit de retour. Et donc, ce qui peut arriver des fois pour les maisons d'édition, c'est qu'on tire 10 000 exemplaires, on y croit beaucoup, on en met en place 9 000 exemplaires, mais ça se vend pas, et on se prend 4-5 000 exemplaires en retour. Et donc là, le coût de fabrication n'est plus le même, parce que ça veut dire qu'on a fabriqué 10 000 exemplaires pour en vendre 5 000. Et puis également, pareil, sur les avaloirs auteurs, c'est le minimum garanti pour les auteurs. Si l'auteur vend bien son livre, l'avaloir est couvert. Mais parfois, tu dois, t'as un manque à gagner, bien sûr. Voilà. Ça, c'est le calcul pour les maisons d'édition. Pour les groupes d'édition. Pour les groupes d'édition, si tu fais ce calcul pour les libraires, comment ça marche? Pour un livre qui coûte, un livre qui est vendu 100, donc le prix par l'éditeur est fixé à 100, c'est quoi le calcul pour les libraires? Du côté des libraires, je prends le cas de la librairie de la Place aux Herbes à Uzès. Globalement, si je fais les taux de remise que j'ai des différents diffuseurs, donc des différentes maisons d'édition, je dois arriver à peu près à 39% en moyenne de taux de remise. Donc c'est-à-dire qu'un livre qui est vendu 100, moi je l'achète 61. Mais
39% de marge, il n'est pas tout à fait ça. D'une part, il y a on va revenir à la loi Lang. La loi Lang autorise de faire des remises jusqu'à 5% sur le prix de vente. Et donc, nous, on fait comme beaucoup de librairies. C'est les soldes du libraire, quoi. Ouais, comme beaucoup de librairies, pour nos clients fidèles, on fait des cartes de fidélité qui leur permettent d'obtenir des crédits, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même la moitié des ventes globalement où on fait 5% de remise. On a également des ventes qu'on fait, ce qu'on appelle aux collectivités. Environ 10% de notre chiffre d'affaires qui est fait par des ventes qu'on fait aux lycées, aux médiathèques, aux bibliothèques. Et là-dessus, c'est des ventes avec des marges plus faibles parce qu'on fait un prix remisé à ces institutions. Et puis, on a également les frais de port sur les retours qu'on doit supporter. Donc, globalement, et maintenant, au bout de 4 ans, vraiment, le chiffre, il est clair dans ma tête. Globalement, on fait un tiers de marge commerciale. C'est-à-dire quand on vend 100, il reste 33 pour le libraire. Vous allez dire, tout va bien, 33 pour le libraire. C'est ce qu'on va voir. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a les 33, il nous reste juste à payer le salaire des libraires. Bah oui, non, par exemple, on va y aller. avec des charges sociales, les frais de fonctionnement. le loyer, les frais de fonctionnement. Ce qu'on appelle les charges fixes. Quand on reçoit des auteurs, on a ce qu'on appelle des frais de réception. Donc c'est pour ça que la librairie a la réputation justifiée d'être le commerce de détail qui a la plus faible marge. On dit qu'en moyenne, quand un libraire a 1% de marge net, c'est-à-dire ce qui reste comme résultat après impôts, etc., on est très content. Il y a beaucoup de librairies qui sont un peu dans un état financier limite. Heureusement qu'en France, il y a des aides par le Centre national du livre, par l'ADELC, qui est une association pour la défense des librairies indépendantes. Mais voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas un business très... Et c'est un business aussi qui est difficile de... Je veux dire, c'est assez compliqué d'aller tirer sur cette marge étant donné que tu as cette loi Lang qui en gros garantit le même prix de vente à 5% près pour tout le monde. Tu peux pas, qu'est-ce que tu peux faire alors des événements pour attirer plus de gens, de la papeterie, mais j'aimerais bien qu'on aille sur tes chiffres à toi. Donc si on part de cette base-là, la marge brute et donc la marge commerciale est de 33%, on va voir si chez toi, toi tu m'as donné un chiffre un tout petit peu plus élevé parce que j'imagine qu'il y a d'autres choses. Un truc qui m'intéresse, un point de départ qui m'intéresse, c'est votre prix moyen sur, donc on va prendre l'année 2024, l'année dernière. Le prix de moyen de vente TTC, c'était 13 €. Et vous avez vendu 84 000 livres en 2024. Ouais. Alors c'est l'exercice 23-24, parce que nous, on a un exercice qui se clôture au 31 mars. Parce que si on clôture au 31 décembre, c'est le moment où on a le plus de stock, parce que c'est la fin des périodes de Noël. Alors, on n'a pas encore fait les retours des beaux livres qui ne sont pas vendus. Heureusement, la plupart se sont vendus. Donc, voilà, donc en général, on clôture au 31 mars. Okay. Donc effectivement, nous, nos chiffres, on a une marge commerciale qui est plutôt vers les 37-38%. On va dire, c'est pas les 33 que tu as dit, parce qu'on a également des secteurs de carterie, de papeterie, on a des marges un peu plus importantes. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce que je disais juste avant, c'est que tu peux faire quelques trucs pour tirer un peu cette marge, mais c'est assez limité. C'est-à-dire que la part de ce qui va être de la papeterie dans le total de tes ventes, je veux dire, ça dépasse pas... C'est 5%. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça dépassera jamais 10% en tout cas. 84 000 livres vendus à 13 € TTC moyen. Ça nous fait un total de chiffre d'affaires, alors TTC de 1 092 000 €. J'ai fait mon petit calcul. Et ensuite, quand tu nous remets ça en hors taxe, donc en allant cette TVA de 5%, on est à peu près à 1 million 70, oui, parce que bon, j'ai fait comme c'est à cheval sur 2 exercices. Enfin, c'est ça l'idée. Alors 13 €, c'est normal parce que d'abord, on vend pas mal de livres de poche qui sont plutôt à 8-9 €. Et également, et nous, on a un deuxième établissement de 40 mètres carrés environ qui est face au lycée et qui vend des mangas. Ah, c'est super. Voilà. Mais alors ça, c'est un peu en difficulté en ce moment. Alors, ça marche très bien les mangas, mais il paraît que les... Alors, toujours pareil, les mangas ont tellement progressé. C'est-à-dire, le marché a doublé en l'espace de 3 ans. Surtout en France, ça a doublé. Oui, les mangas, la France est le deuxième pays du manga après le Japon. Ah ouais, c'est dingue. Alors, effectivement, depuis 2 ans, le marché étant un peu en régression. Après, si on regarde sur une longue période, sur 5 ans, le marché reste supérieur. Et donc, nous, on a ouvert, comme ça prenait de plus en plus de place, avec beaucoup de jeunes qui arrivaient du lycée, etc. Donc, des fois, il y avait trop de monde dans les librairies. Et qu'on a un local qui s'est libéré face au lycée, on a fait une librairie qui s'appelle Manga Place, donc face au lycée. Et pour tenir compte de l'évolution du marché, et ça, c'est aussi un facteur de réussite, c'est tenir compte des grandes tendances du marché. On vient de décider de laisser une place plus grande à ce qu'on appelle la romance. La romance, c'est un secteur en plein développement en ce moment. Donc, un public qui est globalement du même âge que le public des mangas. C'est pour ça que nous, on est à un prix de vente moyen assez bas, parce que les mangas représentent... Vous avez ces secteurs. Et les mangas, c'est 8 € le bouquin, c'est pas très cher. Parce que juste pour expliquer, alors il y a 2 trucs intéressants, c'est pour resituer, en fait, les livres de poche, c'est quasiment les seuls livres qui sont vendus en dessous de 10 € dans tout ce qui est roman et tout. Enfin, c'est assez rare d'avoir un Gallimard ou un... Je sais pas, qui est vendu, c'est plutôt 12, 15, 17, voire plus. Ah, les romans, aujourd'hui, les romans, le prix de vente a un peu augmenté ces dernières années, parce que d'abord, ce qu'il faut savoir, pendant plus de 10 ans, le prix des livres était globalement stable. Et là, on s'est chopé. Les éditeurs ont eu
des coûts de production. De papier. Papier, imprimerie, l'encre, etc. Tout a augmenté. Et donc, on était obligé d'augmenter nos livres. Et aujourd'hui, un roman classique de 400 pages, etc., il est plutôt vendu 21, 22, 23, si ce n'est 25 euros. Mais bon, après, c'est toujours trop cher. C'est pas cher si le roman est bon. Parce que si vous vous plongez dans un roman de 500 pages, c'est-à-dire 5 heures de bonheur, de découverte, de plaisir et tout, 5 heures de bonheur, de découverte et de plaisir pour 20 euros, c'est acceptable. Le livre de poche permet de lire les mêmes romans avec un décalage dans le temps. Parce qu'en règle générale, un roman qui sort en grand format sort un an, souvent 18 mois après. Sort en format poche. Et donc là, vous pouvez avoir, c'est le même texte. Et là vous pouvez acheter à 9, 10 euros. Donc on est sur un prix moyen à 13 euros TTC, vendu 84 000 à peu près livres sur une année. Remis ça en hors taxe, ça nous fait un chiffre d'affaires hors taxe de à peu près 1,70 million. Et tout ça avec une marge commerciale de 37%, qui nous fait un total de 400 000 euros environ de marge brute, donc marge commerciale, on appelle ça. Là, on trouve ça super sur le papier. Là, tout le monde est content. Génial, tout le monde est content, on est riche et on est content. Mais les libraires ne sont pas bénévoles et le propriétaire des locaux n'est pas également un humanitaire qui me prête les locaux. Il faut donc payer les salaires, les charges sociales, en France elles sont assez conséquentes, le loyer, voilà. Et tout ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. Ta masse salariale, elle est de un peu moins de 180 000 euros à l'année. Une question que je me suis posée en voyant ça, c'est combien de personnes ? 4 ou 5 personnes. 4 ou 5 personnes. Combien de mètres carrés fait la librairie ? Alors la librairie historique, celle de la place aux Herbes, elle fait 120 mètres carrés. 120, ok. Ça, c'est l'espace de vente. Parce qu'il y a un espace en sous-sol magnifique dans des voûtes du Moyen-Âge qui sert à faire les rencontres auteurs. Les rencontres auteurs, on a 2 endroits pour les faire, mais on en parlera tout à l'heure. Nos libraires sont considérés comme étant correctement payés. 4 ou 5 personnes, t'en as quoi ? T'en as 3 qui sont dans l'espace, cette librairie principale, un chez les mangas. J'ai la patronne, j'ai 3 dans l'espace. Aujourd'hui, la configuration d'aujourd'hui, j'ai la patronne, donc Caroline, j'ai 3 libraires dans la librairie généraliste, j'ai une libraire dans la librairie manga et j'ai un alternant. Voilà. Et puis après, j'ai une personne qui s'occupe de tout ce qui est la communication, les réseaux sociaux, etc. Mais c'est une personne en externe, en freelance. Donc ça nous fait un total de 180 000 euros environ par an. Donc on rappelle notre petite marge commerciale de 400 000 euros. Le loyer ? Je paye environ, tout compris, 18 000 euros par an. 18 000 euros par an, c'est pas cher du tout, aussi. Ou c'est le prix ? C'est correct. T'as pas donc toi tu as l'exploitation, donc on appelle ça le fonds de commerce. T'as pas les murs ? Non, je ne suis pas propriétaire des murs. Et ensuite, alors j'ai vu aussi un chiffre qui m'a interpellée, si je puis dire, 35 000 euros par an de communication. Oui, parce qu'en fait, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que la personne qui se charge, les personnes qui sont en charge de tout ce qui est communication, préparation, c'est des freelances, donc ils passent dans ce poste-là, plus des frais d'affichage, etc. Bien sûr. Voilà, donc après, les frais de réception auteur, on en parlera. Les frais de réception auteur, en général, c'est un deal qui est assez clair avec les maisons d'édition. Les maisons d'édition prennent en charge l'arrivée de l'auteur à la gare à côté, et nous, on prend en charge à partir de l'arrivée de l'auteur à la gare. Donc c'est aller le chercher ou envoyer un taxi, le loger, l'inviter au restaurant, etc. C'est une sorte de pratique non fixée, mais de fait entre les maisons d'édition et les librairies. Tout le monde a intérêt à ce que les auteurs se déplacent. y compris les auteurs. Et puis après, on a ce qu'on appelle tout ce qui est frais de fonctionnement. Et là, c'est juste un petit point. Nous, on est à Uzès, c'est pas une grande surface. C'est une ville où il fait relativement beau toute l'année et pas trop froid. L'explosion des coûts de l'énergie a été terrible. On a des librairies dans les régions plus froides, avec des grandes surfaces, où ils sont passés de 20 000 euros à 50 000 euros de frais d'énergie par an, quoi. Et ça peut littéralement tuer ton business quand tu marges peu de 20 000. Bien sûr. La librairie, c'est des faibles marges. Donc dès qu'il y a un poste qui explose, donc nous, on a fait attention. On a l'avantage d'être dans une région assez clémente en termes de météo. Donc on n'a pas besoin de chauffer à fond. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors l'amortissement. On a fait beaucoup de travaux. Ouais. On a fait vraiment des très très beaux travaux avec un architecte qui est spécialisé dans la rénovation de librairie. Donc à la fois, ça devait être passionnant. À la fois des mobiliers en bois. Comme c'est une librairie avec des vieilles pierres, des vieilles voûtes, etc., on a fait venir également des spécialistes pour traiter les pierres, pour éviter que pendant une rencontre, il y ait un pavé qui tombe sur un des lecteurs ou sur l'auteur. Voilà. Donc ça, c'est des règles comptables, il faut les amortir sur 10 ans. Un peu d'impôts et taxes, un peu de coûts financiers, parce que aujourd'hui, 80% des encaissements se font par carte bleue. Et qui dit carte bleue dit une commission, impôt sur les sociétés,
financiers, etc. Enfin, résultat des courses, en faisant 1,070 000 hors taxe de revenus, de chiffre d'affaires, etc., il reste 26 000 euros en tout l'exercice, 23-24. Il restait 42 000 l'année d'avant. La différence entre les deux, c'est notamment les coûts de l'énergie qui ont explosé. Les coûts de l'énergie et le fait que ta masse salariale a pas mal augmenté. Oui, parce que ça correspondait au moment où j'ai ouvert la librairie manga. Voilà. Bien sûr, donc tu as dû recruter quelqu'un. Ouais. On a une marge commerciale, donc on appelle marge brute dans d'autres types de business de 400 000 euros. Sur cette marge-là, on a 350 000 euros à peu près de toutes les charges qu'on vient de citer. Et puis, tu dois aussi ajouter effectivement un bon... donc là, il nous reste 50 000 euros, on va dire, de résultats d'exploitation, mais à ça, tu dois ajouter tout ce qu'on met ensuite, qui est donc le financier, de l'impôt, etc. Et donc, tu as 25 000 euros de trésor, de fonds de roulement, on appelle ça comme tu veux. Là-dessus, question, juste pour comprendre, finir le calcul, tu te comptes dans cette masse salariale ou tu ne te payes pas sur ce projet? C'est ça qui est important. C'est pour ça que je dis c'est un commerce de détail avec un équilibre financier qui est fragile. Et on parle de tout ça avec une librairie dont le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de 3 entre le moment de la reprise et la situation actuelle. C'est dingue. Ce qui n'est pas le cas de l'édition en général. En dépit de ça, on est bénéficiaire, mais c'est pas des bénéfices énormes. Par contre, moi, comme mes associés, encore une fois, on n'a pas fait ça pour assurer notre retraite. On a fait ça parce que... Par passion ? Par passion, parce qu'intellectuellement, ça nous intéressait, parce que c'est passionnant de participer à la vie intellectuelle et culturelle du coin, de la région. Donc, on n'attend pas une rémunération de cette librairie. Je dirais la rémunération, si elle vient un jour, c'est le jour où on décide de revendre le fonds de commerce. Bien sûr. Mais comme ce n'est pas l'objectif, le problème est réglé. Donc, j'essaye de consacrer des ressources à essayer de payer le mieux possible l'équipe des libraires. Et puis également, on consacre pas mal de moyens à recevoir les auteurs. On a une grosse rencontre par mois, on va dire. Et alors donc ça, juste pour comprendre d'un point de vue marketing, entre guillemets, recevoir les auteurs, ça fait venir les gens et ça les fidélise. Enfin, c'est un truc où à chaque fois, tu as un boom de vente, ouais. Si on fait le compte d'exploitation des rencontres, à la limite, il n'est pas... limite, t'es négatif, quoi. C'est négatif, parce que souvent, même un auteur très très connu, quand il vend 100 exemplaires suite à sa rencontre en dédicace... C'est énorme. Ça, c'est le soir de la rencontre. Ce qu'on ne sait pas, c'est quoi? Si on arrive à peu près à le savoir, c'est le nombre de bouquins qui ont été vendus en amont, parce que les gens préparent la rencontre, ils veulent avoir lu le bouquin avant pour pouvoir poser des questions aux auteurs. Okay. Et puis des gens qui sont convaincus par le talent de l'auteur, ils disent « Ah ben tiens, je penserais acheter le livre pour l'offrir, ou pour me l'offrir, etc. » et tout. Par contre, si point de vue notoriété, cette librairie fonctionne bien, et même très bien, je pense que la multiplication des rencontres y est pour beaucoup. C'est-à-dire ça crée un lien de fidélité. Les gens nous remercient des fois de dire « Ah ben merci de faire venir ». On a fait venir tous les grands auteurs depuis 3 ans. Et là, en ce moment, on est en train de préparer les rencontres de l'année prochaine, de la rentrée littéraire. Donc là, on découvre les programmes de rentrée littéraire. Et là, je passe des coups de fil à mes différents ex-confrères de l'édition pour leur dire « Ah, ben, j'aimerais bien avoir un tel ». J'ai déjà eu l'accord pour avoir Pierre Lemaitre en janvier, par exemple. Quelle chance. Voilà. Et donc là, on a mis pas mal de lignes à l'eau depuis une semaine pour avoir les plus belles rencontres, si possible, de cette rentrée littéraire. L'année dernière, on a fait exceptionnel, parce qu'on a eu, à 3 semaines d'écart, on a eu les 2 auteurs qui ont le plus vendu, je crois, lors de cette rentrée littéraire de 2024. C'est Kamel Daoud, qui a le prix Goncourt, et Gaël Faye, qui a le prix Renaudot. Et les 2 sont venus à Uzès. Les 2 fois, on a fait des rencontres avec 500 personnes. Ça fidélise parce que ça développe, entre guillemets, un esprit de marque. C'est-à-dire, la librairie aux herbes devient une marque. Et donc, les gens d'Uzès qui sont autour, ils sont attachés à cette librairie et donc ils veulent la soutenir. Et donc, quand ils achètent un bouquin, ils ne vont pas à la Fnac ou sur Amazon. Mais après, je ne suis pas là pour surveiller nos clients, mais effectivement, moi, je sens bien dans les rencontres. T'as un peu de ça, j'imagine. Oui, dans les discussions que j'ai avec les habitants d'Uzès qui s'intéressent aux livres, ils nous remercient, ils nous disent « Ah ben quand même, la qualité des rencontres ». Encore une fois, en 4 ans, ils ont pu rencontrer une vingtaine d'auteurs, Amélie Nothomb, Serge Chalandon, Éric-Emmanuel Schmitt, Ruffin, etc. Et donc voilà, je pense que ça renforce leur lien de fidélité à notre librairie. Ils se disent quitte à acheter des livres, autant l'acheter dans la librairie de la Place aux Herbes, qui elle-même nous... Parce que tous ces événements sont gratuits. Toutes ces rencontres c'est ça, qui elle-même nous rend la moyenne de notre pièce, entre guillemets. Donc, et je tiens à remettre... Alors, nous, on a une chance. Alors, OK, on a les relations auprès des éditeurs, on a les programmes, etc., pour essayer d'inviter le plus possible des auteurs qui font l'actualité. Qui ont le vent en poupe, comme on dit. Ouais. Et puis, on a également une chance. Donc, on a le sous-sol de la librairie qui est magnifique, où là, on peut faire des rencontres jusqu'à 80 personnes à peu près. Et puis, on a, une fois par mois, la communauté de communes nous prête
une salle toute neuve qu'ils avaient inaugurée juste avant le confinement, donc fermée pendant 1 an. À partir du moment où on leur emmène du lourd, comme on dit, ils nous mettent à disposition la salle une fois par mois. Demain soir, on va battre notre record. Demain soir, il y a Sylvain Tesson à la librairie. Il y a 700 personnes qui sont inscrites. Une question juste sur le poids de la saisonnalité. À quel point tu doubles ton chiffre d'affaires au mois de décembre ou pas Nous, c'est particulier à Uzès, parce que c'est une ville extrêmement touristique. Donc moi qui n'ai plus d'enfants en âge de vacances scolaires, moi je sais qu'il y a des vacances scolaires quand je vois le chiffre d'affaires qui augmente. Donc nous, le mois le plus important, c'est le mois de décembre. Ouais. Je vous rappelle que le livre reste le cadeau que les gens préfèrent offrir ou préfèrent recevoir. Ah, c'est vrai. Ouais. Alors, préfère offrir, ça ne m'étonne absolument pas. Tout le monde adore offrir des livres, mais tout le monde adore recevoir aussi. T'as raison, en fait, oui, c'est sûr. Bien sûr. Mois de décembre, il y a des journées où on vend 1000 livres dans la journée et on doit faire 500 paquets cadeaux. Et alors, le paquet cadeau, à quel point ça bouffe ta marge quand tu doubles ton chiffre d'affaires? Non, ça va. Non. Et puis, ce qu'on fait, tu dois faire une formation de paquet cadeau rapide pour tous tes libraires. Si c'est moi qui m'en occupe, ça va être terrible, parce que moi, j'ai environ un paquet cadeau à l'heure. Donc les gens vont attendre très, très longtemps. En général, tes associés te virent de la librairie ce mois-là. Mais dans ce cas-là, on prend des jeunes. Des extras des jeunes, bien sûr. Comme ils sont contents, ils se font de l'argent de poche. Et alors, nous, à Uzès, c'est particulier. Donc, c'est une ville extrêmement touristique. Et donc, notre plus gros mois, c'est le mois de décembre. Mais on a 2 très, très gros mois. C'est juillet et août. On a beaucoup de touristes belges, ça, il n'y a pas de problème, parce qu'ils lisent les livres en français. Et on a un rayon de livres en anglais qu'on re-remplit. On passe une grosse commande toujours en mois de mai, là, en ce moment, pour avoir un rayon de livres en anglais. Donc, on a 3 mois qui sont très, très forts. Et d'ailleurs, pendant ces périodes-là, la librairie est ouverte 7 jours sur 7. Et sinon, c'est 6 jours sur 7? Sinon, c'est 5 jours sur 7. On est fermé le dimanche et le lundi. Mais quand on est sur une clientèle, je dirais, établie à Uzès, ils savent bien que la librairie est fermée le dimanche et le lundi. Et puis, c'est pas grave, je passerai à la librairie le mardi, je passerai le mercredi, etc. Quand on est pendant l'été, c'est une librairie ou c'est une clientèle de passage. Le client qui vient le lundi, la librairie est fermée, le mardi, il y a une probabilité qu'il ne soit plus là, parce qu'il soit parti ailleurs, etc. Il n'y a aucune fidélisation pour ces gens-là, donc tu as besoin que le flux soit servi tout de suite, quoi, bien sûr. Donc on est ouvert 7 jours sur 7, tout le mois de décembre, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Alors évidemment que tu connais très bien ton marché, c'est normal, ça fait des années que tu es dans le milieu de l'édition, donc la librairie ne t'est absolument pas inconnue. Tu as l'air de très très bien connaître tous les rouages commerciaux et d'un point de vue commerce de proximité. Comment tu as appris tout ça alors que c'était pas du tout ton écosystème? Est-ce que c'est aussi un truc que tu savais en faisant ton métier? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance là? Alors d'abord, je leur dis, mais pourquoi vous voulez ouvrir une librairie? J'aime beaucoup la littérature, oui, ça tombe bien. J'aime beaucoup le contact avec les auteurs, j'aime beaucoup le conseil aux clients. Je refroidis un petit peu, je dis, vous savez, votre métier va consister pour la moitié du temps à porter des cartons. Et à faire de la gestion de stock. La librairie, c'est tous les jours, on reçoit les cartons, donc soit de nouveautés, soit des livres qu'on a recommandés, donc ce qu'on appelle le réassort. Tous les jours, pas tous les jours, mais toutes les semaines ou tous les 15 jours, on doit faire des cartons de retour, parce que les livres qui ne se vendent pas, il faut les retourner pour laisser de la place à des livres qui se vendent. Et puis tous les jours, dans les cartons qu'on reçoit, c'est pas que des livres qu'on doit mettre en rayon, c'est des livres également qu'on doit mettre de côté pour ceux qui les ont commandés. Et puis tu as tout un truc d'étiquetage, de gestion de stock, de savoir où sont les trucs, etc. Ouais. Donc c'est un métier quand même beaucoup de manutention. Mais il ne faut pas désespérer le libraire. Mais il faut le savoir, la librairie, c'est plus qu'un commerce. La librairie, c'est un acteur de la vie culturelle locale. Un libraire, il est partie prenante de la vie culturelle. Les gens passent du temps en librairie. Et donc, dans les facteurs de succès. Donc effectivement, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'un lecteur potentiel a plus intérêt à venir chez moi dans ma librairie, c'est-à-dire marcher à pied, venir en voiture, essayer de trouver une place pour se garer, se prendre une prune éventuellement en sortant, plutôt que de rester dans son salon, dans son canapé à commander en ligne. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Découvrir une nouveauté, découvrir le conseil humanisé et non pas algorithmé. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin on va dire que ça se dit. Donc il faut, dans les facteurs de succès, il faut des heures d'ouverture assez larges aussi. Si on ouvre juste aux heures de bureau et quand les gens ils sortent du bureau à 18h, la librairie est fermée, ils disent ça, c'est le cas un peu pour tous les commerces et surtout les commerces qui sont zone rue passante, zone 1 comme on dit. Voilà, il faut recruter aussi, quand on veut être libraire, il faut recruter à la fois des libraires, mais des libraires commerçants. Qu'est-ce que j'entends par libraire commerçant? C'est-à-dire qu'il faut des libraires qui soient spécialistes de leur rayon. Donc moi, j'ai un libraire qui est spécialiste du rayon jeunesse, j'ai un libraire qui est spécialiste du rayon polar, j'ai une autre libraire qui est spécialiste de littérature. Ils sont très pointus, donc en fonction de vos demandes, parce que des fois, il y a des gens qui disent... Bon, j'arrive, je veux acheter le dernier Amélie Nothomb. Ça, c'est facile. Et là, Puis, il y a des fois, il y a des gens qui rentrent.
je cherche un livre, j'aimerais bien un roman historique sur la période des Templiers. Donc il faut avoir tout ça. Il faut quand même avoir une très belle culture littéraire pour être libraire, non? C'est encore le cas. Bien sûr, et les libraires doivent lire. Il faut en effet, ce qui est important dans les librairies, c'est que, à la différence de plein d'autres endroits, c'est que les gens y vont pour le plaisir, pour du loisir. Et donc, il faut que leurs attentes soient remplies une fois qu'ils y sont. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste tout autant un kiff que ce qu'ils avaient projeté en y allant, quoi. Exactement. Donc il faut être accueillant, il faut être sympa, marrant, on fait ce qu'on peut. Et puis une librairie, il faut qu'elle bouge. Il faut bouger les vitrines, il faut bouger les décorations, il faut faire des rencontres, il faut être... nous, ce qu'on a initié, c'est beaucoup encore une fois, d'être partie prenante de la vie culturelle, donc des partenariats avec d'autres acteurs locaux de la culture. Par exemple, nous, on fait des fois, quand il y a un film qui sort, qui est l'adaptation d'un roman, j'ai fait ça il y a 2 mois, c'est l'adaptation, le film qui s'appelle Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Roland Pérez. Oui. C'est un livre que moi, j'avais publié aux Escales il y a 3 ans, 4 ans. Okay. J'ai demandé à Roland de venir. On a fait une avant-première du film dans le cinéma d'Uzès. Et à l'issue de cette avant-première, Roland était là pour une rencontre avec moi et pour la signature dédicace d'ouvrage. Et puis, si on veut également réussir, c'est un peu des conseils que je pourrais donner à des gens qui ont la velléité d'ouvrir des librairies. Il faut pas hésiter également à proposer des services complémentaires, comme ce qu'on appelle en bon français le click and collect. C'est-à-dire que pour concurrencer Amazon, on leur dit, attendez, mais vous pouvez commander à la librairie. Et encore une fois, 3-4 jours plus tard, le livre sera disponible. Donc ça, tu dois développer un truc, un site e-commerce en plus. Vous avez ça? Oui, bien sûr, on a ça. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir aussi, avec la base de cette librairie, l'impact que tu peux avoir, en fait, d'un point de vue autre que purement commercial. Voilà, moi, si j'ai été éditeur pendant 40 ans et aujourd'hui libraire, c'est que je crois vraiment à l'importance du livre dans l'équilibre d'une société. Et j'irai de plus en plus. Dans une période où on peut lire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, je pense que le livre reste un des rares objets de référence. C'est pas pour autant qu'il y a des livres qui peuvent raconter des bêtises aussi, hein. Mais globalement, le livre facilite la réflexion, facilite la transmission de données et d'informations à peu près fiables. Je pense également qu'un enfant qui lit et qui passe pas 3 heures par jour sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux s'en sortira mieux. Mais c'est tout à ton honneur et je trouve ça super, justement. C'est très admirable. Et on voit tous les différents trucs que tu fais. Je trouve ça très impressionnant. On va bientôt conclure parce que, évidemment, on a très largement dépassé le temps, mais c'était prévisible. C'est normal. Voilà. J'ai une question. Alors, je vais te poser des petites questions que je pose souvent à la fin, mais avant ça, ouvrir une librairie, c'était ton rêve? Alors, non, je veux pas te dire qu'à 15 ans, je m'étais dit un jour je serai libraire. Par contre, l'âge aidant, sentant que l'heure de bientôt rentrer à l'écurie d'éditeur allait arriver et qu'en même temps je voulais pas être quelqu'un qui allait ressasser le passé, je me suis dit tiens, avoir une librairie comme complément et de mon activité dans l'édition depuis 40 ans, ça me paraissait vraiment cohérent et je n'ai aucun regret parce que effectivement, ça me permet de garder le lien à la fois avec mes confrères éditeurs qui m'informent des nouveautés, etc. C'est garder le lien avec les auteurs et puis d'avoir l'impression. Je vais pas la jouer. J'ai une mission, etc. Ça serait très prétentieux de ma part. Mais quand le soir. Tu te sens utile quand même. Quand le soir, vous dites, tiens, il y a le camion qui a tourné, qui a peut-être distribué des bouquins dans les villages. Tiens, ce soir, il y avait 500 personnes pour tel auteur, ou même 30 pour un auteur moins connu. Eh ben, je me dis, c'est peut-être mieux de faire ça que de faire d'autres choses. C'est quoi le truc que tu préfères dans ton nouveau métier de libraire? Ce que j'aime le plus, c'est quand même organiser les rencontres. C'est vrai. Organiser faire venir les auteurs. Et faire venir les auteurs, faire en sorte que tu sois bien accueilli. Il y a 2 ans ou 3 ans, j'allais à un festival du livre et je croise dans le train qui m'a emmené à Brive, je croise Amélie Nothomb, qui ne me connaissait pas et moi je la connaissais, c'était évident. Et puis 15 jours avant, elle était à Uzès, mais je n'ai pas pu y être parce que je voyageais beaucoup à ce moment-là. Et je lui ai dit, Madame Nothomb, vous ne me connaissez pas, je voulais juste vous remercier pour être venu dans ma librairie. Elle me dit, c'est votre librairie. J'ai rarement été aussi bien accueilli. Je reviens quand vous voulez. Génial. Eh ben moi ça, c'est une victoire. Ça m'a rendu heureux. Rapidement, le truc que t'aimes le moins, s'il y en a un, dans ce métier. Après, on est confronté, comme toujours, à des problèmes administratifs, etc. Il n'y a pas de gros trucs, etc. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un métier beaucoup de manutention.
hein, donc il faut le Il savoir. faut le savoir. Faut le savoir. Hein, Je trouve ça super. Je voudrais vraiment te remercier d'avoir donné autant de détails et d'avoir expliqué avec autant de précision cette industrie de la librairie. On a très largement débordé sur cette industrie aussi de l'édition. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas un épisode combien ça gagne un éditeur, combien ça gagne une maison d'édition, mais voilà, je ça vous sera enverrai, pour autre chose. je vous enverrai des amis. Avec Voilà. grand plaisir. Mais vraiment, merci pour ça. J'ai trouvé ça passionnant. Je suis ravie d'avoir fait cet épisode. Juste avant de te laisser, Vincent, la dernière question, est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel tu aimerais savoir combien ça gagne? Ah oui, il y en a plein. Alors, envoie-moi tout. Je voudrais un exploitant d'une salle de cinéma. Salle de cinéma, d'accord. Ouais. Alors, on va prendre le cinéma du Zest, pourquoi pas? Oui, par exemple, ça peut être également, j'avais noté dans les gens que j'aimerais bien savoir combien ça gagne, etc., l'exploitant d'un club de jazz. Club de jazz, ok. Ouais. Ah ouais, je peux surprendre. Alors, il faut déjà le trouver, le club de jazz, mais ouais, ok. Non, mais ça va. Et puis, c'est déjà pas mal. Ça. C'est très club de jazz et c'est un ciné. Alors, combien ça gagne un ciné? J'avoue que c'est une idée qu'on m'a pas beaucoup donnée, mais j'aimerais beaucoup le savoir aussi. Faut trouver un ciné indépendant, mais ok, très intéressant. Je vais me mettre sur le sujet. Et après, de manière totalement intéressée, combien ça rapporte une cave? Une cave. D'être caviste, quoi. Ah, d'être caviste. Ouais. Ah, bah ça, c'est dans les tuyaux, ça viendra. C'est très en vogue comme business, ça. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de librairies qui maintenant font partie des services qu'on offre aussi. Du vin. Ils vendent du vin, on peut déguster du vin, du café, etc. Moi, ma librairie à Uzès, elle est entre deux restaurants qui sont des amis. Et donc, j'aimerais pas qu'ils vendent des livres, donc je ne vends pas de boissons. Ok, je comprends. C'est une très bonne raison et ça sera un super mot de la fin. Merci infiniment, Vincent. Merci Clément, C'était très passionnant. Et à bientôt. Si vous êtes nouveau sur Combien ça gagne, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Salut, à la semaine prochaine.